Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait peur. Nous allons aborder la notion de pointeur en C. Alors quand on évoque la notion de pointeur, très souvent les gens sont horrifiés, commencent à lancer des cris, des gens ont peut-être été complètement obnubilés par cette notion-là, qu'ils n'ont jamais compris. Et pourtant, en fait, on va se rendre compte que les pointeurs, c'est pas quelque chose de très très compliqué. Ça demande un petit peu d'organisation, et puis ça demande aussi un petit peu de comprendre comment physiquement le C gère la mémoire. Et donc j'ai pris le parti dans cette vidéo de vraiment de créer la notion de pointeur, de la voir avec vous sur des exemples pratiques, et de l'illustrer systématiquement pour voir quelles sont les répercussions de toutes les modifications que l'on fait sur le pointeur, et quelles sont les répercussions que ça a sur la mémoire directement. Et quand on comprend comment fonctionne la mémoire et comment la mémoire est gérée dans un programme C, en fait, on va se rendre compte que la notion de pointeur, elle n'est pas si compliquée que ça. Alors, je dis pas que c'est simple, ça va vous quand même demander un petit peu d'organisation pour bien comprendre comment les choses sont faites, mais par contre, c'est vraiment, quand on a vraiment compris la mémoire, eh bien, en fait, ça risque de faciliter les choses. Alors, on va essayer de comprendre cette notion de pointeur. Déjà, on va se poser la question, à quoi ça sert un pointeur, et puis pourquoi j'en aurais besoin. Finalement, je peux peut-être être un très bon développeur sans utiliser la notion de pointeur. On va essayer de voir comment déclarer un pointeur. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que c'est tellement différent d'une variable classique? On va se rendre compte que c'est pas très très différent, et que la principale différence va porter sur le fait qu'un pointeur va contenir l'adresse d'une mémoire plutôt qu'une valeur. On va ensuite s'intéresser à des propriétés arithmétiques sur des pointeurs. Ça peut paraître un petit peu étrange au départ, mais des pointeurs qui peuvent contenir des adresses, on va pouvoir utiliser des opérations dessus. On va pouvoir les additionner, on va pouvoir les soustraire, on va pouvoir additionner un nombre entier, et on va essayer de voir à quoi peuvent servir ces différentes opérations. On va parler aussi des pointeurs et des tableaux et des points communs qui les unissent, et on va s'apercevoir en fait que jusqu'à présent on avait une vision un petit peu partielle du tableau. On pensait que le tableau c'était quelque chose de simple, alors que le pointeur c'était quelque chose de compliqué, et on va se rendre compte qu'en C, en fait, le tableau, c'est rien d'autre qu'un pointeur. Les deux notions sont exactement les mêmes et sont pratiquement interchangeables à quelques exceptions près que nous allons aborder. Donc, si vous utilisez déjà des tableaux, et bien sans le savoir, vous utilisez des pointeurs. Et donc voilà, c'est pas très très compliqué, on va voir comment tout ça se passe. On terminera aussi par expliquer ce qu'est la valeur nulle dans les pointeurs et à quoi elle peut nous servir. Une valeur nulle qui va nous permettre de savoir si le pointeur pointe déjà vers quelque chose ou s'il ne pointe encore vers rien. Voilà, donc on a pas mal de boulot devant vous, je dois aussi un petit peu combattre vos préjugés sur les pointeurs, des préjugés qui sont nombreux, on pense toujours que les pointeurs c'est compliqué, donc on va essayer de renverser la machine, d'essayer de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, et j'espère qu'à la fin de la vidéo, vous serez soulagé par ce sujet-là, de voir que la complexité n'est finalement pas au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'un pointeur? Et c'est à ce moment-là en fait que l'angoisse monte la plupart du temps chez les gens qui apprennent le C ou le C++. On a toujours peur un petit peu de cette notion de pointeur. Et finalement, c'est quelque chose de pas très très compliqué. Alors, ça peut être un petit peu d'organisation pour bien comprendre la notion. Sur les premiers coups, il ne faut pas hésiter en fait à se faire un petit schéma, à représenter la mémoire, et vous allez voir en fait qu'on va essayer de le représenter le plus simplement possible, et on va encore une fois l'illustrer avec des exemples pratiques. Alors un pointeur c'est quoi? C'est un type de variable, donc c'est-à-dire que là où jusqu'à présent on avait des entiers, des booléens, des réels, et bien maintenant on va avoir des variables de type pointeur. Voilà, donc c'est un type. Et cette fois-ci, c'est un type qui est un petit peu différent, il ne va pas contenir en fait une valeur, mais il va contenir en fait une adresse mémoire. On va s'apercevoir que la notion de tableau, elle est extrêmement liée à la notion de pointeur, puisque je vous avais dit au niveau des tableaux, que quand on déclarait un tableau, le tableau lui-même connaissait pas tous les éléments du tableau, mais il savait au moins où le tableau démarrait. Eh bien, on va voir que cette notion, c'est quelque chose qu'on va retrouver au niveau du pointeur. Et pour s'en convaincre, on va justement essayer de voir ce que donne en fait l'affichage d'un tableau si jamais je ne mets pas d'indice, c'est-à-dire si je ne mets pas de crochet. Et on va se rendre compte qu'on va afficher en fait la notion de pointeur. Dans cette vidéo, on va voir que les pointeurs disposent de nombreuses propriétés et peuvent subir des opérations arithmétiques, c'est-à-dire que je peux faire additionner deux pointeurs, je peux soustraire deux pointeurs, et on va voir un petit peu à quoi ça sert.
Ça va nous permettre aussi de transmettre des tableaux en paramètres à une fonction et de modifier les paramètres de sortie. On va peut-être enfin expliquer ce que c'est que ce e-commercial qu'on met depuis le début dans les scanf, et où je vous avais dit, pour l'instant je ne l'explique pas, mais ce e-commercial va vous permettre de faire en sorte que scanf puisse modifier son paramètre. Eh bien, on va enfin pouvoir l'expliquer, justement avec cette notion de pointeur. Alors, si je veux simplement l'imager, vous représentez toujours la mémoire un petit peu comme une grande étagère, où je peux stocker mes différentes valeurs. Maintenant, imaginez que ces étagères, elles soient toutes numérotées. C'est-à-dire que l'étagère du haut, je lui ai donné le numéro 1, celle-là je lui ai donné le numéro 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Chaque étagère, en fait, a été numérotée au préalable avec un numéro unique. Alors, un numéro unique, ceux qui ont déjà fait de la base de données ou ont déjà du SQL, vous avez cette notion de clé primaire qui s'y rapporte. Pour les autres, vous savez par exemple que n'importe quel article dans un magasin est identifié par un code barre. Vous avez par exemple un numéro de sécurité sociale qui vous est unique, ou vous avez par exemple une adresse mail qui vous est unique. C'est-à-dire que c'est une donnée en fait qui ramène vers vous. Et bien là, pareil, on peut imaginer qu'on a numéroté les étagères et on n'a jamais donné deux fois le même numéro. Donc il n'y a pas deux étagères qui ont le même numéro. Chaque étagère a vraiment son numéro unique. Et ça, en fait, on a appelé ça l'adresse. Ça, c'est l'adresse de chacune des étagères. Ok. Et donc, ça veut dire qu'un pointeur, en fait, il ne contient pas... par exemple, si j'ai la variable a qui contient la valeur 5, eh bien, quelque part en mémoire, j'ai stocké la valeur 5, et cette valeur, j'y accède, en fait, à travers de la variable a. Et donc, un pointeur, il ne connaît pas la valeur de la case, mais il contient, en fait, l'adresse de la case. C'est-à-dire que, par exemple, pour imager un petit peu ça, j'aurai un pointeur, et ce que contient le pointeur, en fait, lui, il sait que il doit pointer vers la case 6. Et donc, en fait, tout simplement, il sait qu'il va devoir, en fait... alors, je vais retrouver ma petite flèche. Il sait, en fait, qu'il va pointer vers cette case mémoire. Alors, pour l'instant, il ne sait pas encore ce qu'elle contient. On verra qu'il y a un opérateur qui lui permettra de savoir ce qu'elle contient. Mais lui va contenir, en fait, l'adresse. Là où A contient une valeur, eh bien, un pointeur va contenir une adresse. C'est tout. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Voilà. Alors, comment je déclare un pointeur, en fait, et à quoi il va me servir? Alors, un pointeur pointe toujours sur un type de données. C'est-à-dire qu'il va pointer vers une adresse, mais je vais devoir lui dire, en fait, ce qui est contenu à cette adresse. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, toujours pour les mêmes raisons, si jamais je fais si je fais par exemple un sizeof sur un int en C, ça va me donner combien d'emplacements mémoire je dois allouer à la sauvegarde d'un entier. Alors sur mon ordinateur, mon architecture, c'est de 4. Ça peut changer en fonction des architectures. Si je fais un sizeof char, je vais me retrouver sur 1. Ok. Donc pourquoi est-ce que mon pointeur qui contient une adresse, il est obligé de savoir la donnée pointée? Eh bien en fait, il est censé savoir si la donnée qui est pointée, c'est le début d'une seule étagère, si je suis en char, ou de 4 étagères, si je suis en int. C'est tout simplement ça. Il doit savoir en fait quel est l'élément qui se trouve à cette adresse pour savoir en fait si je lui demande de récupérer l'élément qui se trouve à cette adresse, est-ce qu'il doit considérer une seule case, est-ce qu'il doit en considérer 2 ou est-ce qu'il doit en considérer 4 ou 8 si par exemple je suis sur un long. Ok. Donc il doit simplement, le pointeur sait où l'élément démarre et ensuite je dois lui dire en fait quelle est la taille de l'élément pour savoir combien de cases mémoire il doit prendre en compte. C'est pour ça qu'on retrouve cette notion toujours de c'est un pointeur sur entier, c'est un pointeur sur caractère. Alors effectivement il ne contient qu'une adresse, mais il faut aussi qu'il sache quelle est la taille de l'élément sur lequel il pointe. Ok. Donc au niveau de la déclaration, je suis obligé de lui mettre ces informations-là. C'est-à-dire que je suis obligé de déclarer un pointeur, alors là je l'ai appelé addr int, donc ça c'est le nom de mon pointeur, c'est le nom de la variable, j'ai le droit de lui donner n'importe quel nom. Je lui dis qu'elle pointe sur un int, donc j'ai de nouveau cette manière de présenter le int, le type qui est toujours devant, et j'ai collé cette étoile pour dire en fait que cette variable n'est pas un entier,
mais est un pointeur sur un entier. Et donc ça se définit simplement avec l'étoile que l'on met avant le nom de la variable. Et si la deuxième ligne c'est un float étoile ADR float, et bien tout simplement c'est un pointeur qui contient donc une adresse, et cette adresse pointe vers un élément de type float. Ok, ça marche. Et donc, on a cet opérateur étoile, que l'on va expliquer un petit peu, et on a un autre opérateur qui nous permet de récupérer l'adresse d'une variable existante. Alors comment ça marche? Tout simplement, je reprends mon petit exemple, j'ai déclaré A, alors je vais le prendre ici, j'ai déclaré A, j'ai dit par exemple, dans mon programme C, int A égale 5. Ça a cherché une case en mémoire, ça a stocké 5 dedans, et ça a dit, voilà, ça l'a mis dans A. Maintenant, moi, je ne sais pas, en faisant int A égale 5, je ne sais pas, en fait, dans quelle case mémoire la valeur 5 a été mise. C'est le langage qui a géré, il a cherché la première case disponible, il l'a mis dedans, et moi, je ne peux pas, en fait, la récupérer. Ok. Alors, il y a un opérateur qui me permet de récupérer l'adresse où est stockée la valeur 5, qui correspond au contenu de la variable A. Et cet opérateur, c'est l'opérateur d'adressage, qui est le e-commercial. Donc, si je veux récupérer à quelle adresse A a stocké la valeur 5, je peux donc déclarer un pointeur qui contient une adresse, et je veux vouloir récupérer l'adresse de A. Alors si je fais A, vous savez que je ne récupère pas l'adresse, je récupère sa valeur. Mais il y a un opérateur qui me permet de récupérer son adresse, et c'est l'opérateur e-commercial. Cet opérateur e-commercial, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu. C'est d'ailleurs cet opérateur que l'on doit mettre en place dans les scanf pour que scanf soit en mesure de modifier la valeur d'une variable. Et là, on est en train de rassembler les différents bouts du langage. En lui passant à scanf l'adresse de A au lieu de lui passer la variable A, eh bien scanf va modifier ce qui se trouve à l'adresse de A. Et c'est ça dont il a besoin. On reverra tout ça un petit peu quand on parlera des fonctions. Donc ça veut dire, en déclarant cette ligne-là, j'ai déclaré un pointeur qui contient donc l'adresse où A a stocké la valeur 5. En gros, si vous voulez, P, dans mon exemple, va contenir, en fait, P va contenir l'adresse. Alors je vais noter l'adresse, je vais mettre un A majuscule devant, un arrobas devant, pour pas qu'on confonde avec la valeur. Il va contenir l'adresse 3. Donc ça veut dire que j'ai un P, alors je l'ai déclaré déjà P ici, P en fait va pointer sur l'adresse qui est pointée par A et va donc contenir la valeur 3. Donc P va contenir 3, A va contenir 5. L'un contient l'adresse où se trouve la valeur, l'autre contient directement la valeur. Ok, très bien. Ouais. Donc ça c'est bon, on a cette modif d'adressage. Et donc on va écrire un petit programme avec les lignes précédentes, et que se passe-t-il pour n si je modifie l'adresse de int? Eh bien en fait on va voir que comme maintenant P pointe sur la même adresse que A, eh bien si je modifie la valeur pointée par P, eh bien je vais modifier aussi la valeur de A. On peut voir ça comme des alias, on a maintenant deux façons d'accéder en fait à la même zone mémoire. Alors j'ai juste parlé, donc je récupère l'adresse de A dans ce sens-là. Si j'ai P, eh bien P va me donner l'adresse où se trouve la valeur 5, donc va me donner la valeur de 3. Mais si j'ajoute l'opérateur étoile, l'opérateur de pointage, je vais récupérer la valeur qui est pointée par P, c'est-à-dire la valeur qui se trouve à l'adresse 3. Et là, je vais récupérer 5. On va faire un petit cas pratique pour voir comment tout ça, ça se met en place. Je vais donc prendre mon Visual Studio Code. Je vais créer un déclare.c. Ici, je vais mettre simplement les bibliothèques dont je vais avoir besoin. Je n'ai pas besoin de grand chose, je vais juste utiliser un cstdio pour pouvoir... c'est juste pour pouvoir afficher des trucs le cas échéant. C'est stdio et j'ai ma fonction main. Voilà. C'est bon. Donc on va faire exactement la même chose. Je vais dire en fait, je vais déclarer A qui est égal à 5. Ok. Ensuite je vais déclarer un pointeur. Alors, je vais l'appeler juste P.
Donc P, je vais déclarer mon pointeur P. Donc P est un pointeur, donc il va contenir une adresse et pas une valeur. Et c'est un pointeur vers un entier. Ça veut dire en fait qu'il sait que la valeur qui est pointée par P, eh bien il faut que je prenne les 4 cases suivantes si je veux récupérer l'élément. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux que P pointe au même endroit que A. Donc je vais dire que P contient une adresse, donc je vais récupérer l'adresse de A. Je vais faire et commercial A. Et donc P va contenir l'adresse de A. Alors on peut afficher P, peut-être, pour voir ce qu'il y a dedans. Alors je ne sais plus si on peut l'afficher avec un %D. On va voir. G++, on va faire un G++, on va me faire une déclare.c et on va l'appeler decle. Ah, j'ai oublié le F. C'est courant. Decle, en fait, va me donner une valeur. Et vous voyez que si je relance le programme, eh bien, il va me donner en fait des valeurs très différentes. Alors, pourquoi il me donne des fois des valeurs négatives? À mon avis, c'est tout simplement parce qu'il faut que je le mette en unsigned. Voilà. Donc en fait, pourquoi il me donne toujours des valeurs différentes à chaque fois que je relance? Eh bien, encore une fois, parce que comme C++ va chaque fois chercher dans la mémoire à des adresses, il va prendre des emplacements mémoire disponibles, eh bien, il ne les trouvera pas toujours au même endroit, et donc je vais retrouver des éléments différents. Bon. Donc, du coup, j'ai récupéré l'adresse de A. Maintenant, imaginons que je change la valeur pointée par P. C'est-à-dire que P pointe à cette adresse-là, mais avec l'opérateur étoile, je peux lui dire de modifier la valeur pointée par P. Donc la valeur pointée par P, c'est l'adresse qui se trouve à l'adresse 3. C'est donc la valeur 5. Je vais donc en fait tout simplement dire, voilà, la valeur pointée par P, je vais mettre normalement 8 dedans. Ok, mais si je mets 8 dans la valeur pointée par P, qu'est-ce qui va se passer? Je vais modifier en fait la valeur que j'avais attribuée à A. Donc, si ce que j'ai expliqué tient la route, ça veut dire que si maintenant j'affiche A ne contient plus 5, il contient 8. Ok, essayons de voir. On va faire un printf. Alors, A pour le coup est un int, donc je vais simplement l'afficher avec un %D. A est un int, et je vais donc tout simplement afficher la valeur de A. Et si mes calculs sont bons, eh bien normalement je devrais avoir 8 maintenant à l'intérieur. Et j'ai effectivement 8. Ça veut donc dire qu'en passant par ce pointeur, je suis arrivé à modifier la valeur de A sans jamais en fait avoir modifié A. La seule fois où A est modifié, c'est ici, je mets 5 dedans, puis je récupère l'adresse de A, je modifie ce qui se trouve dans la case mémoire qui est pointée par P. C'est pour ça que je suis obligé de savoir que P est un pointeur sur int, puisque quand je le modifie par 8, eh bien, il faut qu'il sache que la valeur pointée est un entier. Et donc c'est bien 8 que je récupère, et donc je remplace la valeur entière 5 par la valeur entière 8. C'est pour ça que je suis obligé de savoir sur quoi pointe un entier. Et ensuite, tout simplement j'affiche A, et je m'aperçois qu'en modifiant la valeur pointée par P, j'ai modifié aussi la valeur de A. Alors ça peut paraître un peu inattendu, mais comme les deux, en fait, on a vu que c'était des alias, on comprend très bien, en fait, pourquoi en modifiant la valeur pointée par P, je modifie aussi la valeur de A. Ok. Bon. Alors, il n'y a pas de limite de pointeurs qui pointent sur la même case, je pourrais déclarer autant de pointeurs que je veux qui pointent sur la même case. Et chaque fois que je modifierai, en fait, la valeur pointée par un de ces pointeurs, eh bien, ça changerait la valeur pour tous les autres. Normal, puisqu'on pointe vers la même zone mémoire. C'est comme si, en fait, on était plusieurs personnes à utiliser le contenu de la même boîte à chaussures. Eh bien, si jamais quelqu'un remplace le contenu, eh bien, le contenu est remplacé par toutes les personnes qui exploitent cette boîte à chaussures. Voilà, c'est exactement le même principe. Alors, on y voit déjà un petit peu plus clair sur cette notion de pointeur. On va s'apercevoir qu'à partir du moment où vous avez un pointeur, vous avez aussi la possibilité de réaliser ce que l'on appelle un
qui permet de réserver dynamiquement de la mémoire. Vous avez donc plein de fonctionnalités qui sont offertes par C, et dont une fonction, qui est la fonction malloc, qui est le diminutif de mémoire allocation, qui vous permet donc d'allouer de la mémoire, et de renvoyer un pointeur sur cette mémoire. Alors, on se rapproche un petit peu de la notion de tableau, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, et on va essayer de mettre en place un petit malloc. Ouais, on va essayer de mettre ça en place. On va prendre notre Visual Studio. Voilà. Imaginons que nous avons donc un pointeur. Alors je vais aller un petit peu plus loin. On a un petit pointeur que j'appelle P1, par exemple, qui est un int P1. Et donc c'est un pointeur. Voilà. Et ce pointeur, ce que je veux faire, c'est réserver en fait une zone en mémoire. Si je fais comme ça, en fait, j'ai simplement créé P1. Donc j'ai créé P1. Mais pour l'instant, en fait, il pointe sur rien. C'est-à-dire que pour l'instant, je peux pas, il n'est pas lié à de la mémoire, il contient aucune adresse et il va nulle part. Alors moi, j'aimerais dire, avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré A et j'ai récupéré la même zone mémoire que A. Maintenant, j'aimerais pouvoir avoir de la mémoire disponible pour stocker une valeur dans le pointeur P1. Alors, comment je fais ça? Tout simplement, je vais utiliser la fonction qui s'appelle malloc. Et malloc, je vais lui dire, tu me réserves de la mémoire. Et donc, en paramètre, malloc prend le nombre d'octets que je veux pour réserver de la mémoire. Alors, comme pour stocker un int, je pourrais faire malloc 4. Et ça stockerait un int pour mon système. Sauf que malloc 4, on n'a pas forcément tous 4 pour un int. Et donc pour rendre mon allocation plus générique, je vais plutôt faire un size of int. Et donc voilà, j'ai donc un pointeur vers int qui, en fait, on réserve une zone mémoire pour pouvoir réserver un int. Alors pour réserver un int, ça va être 4 octets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réserver 4 octets. Voilà. Ils sont réservés là, en vert, et je vais dire à P1 de pointer en fait sur le premier élément de cette zone mémoire de 4 que j'ai allouée. Je vais donc en fait dire, voilà, P1 va contenir l'adresse 12, qui est le début de ma zone sur lesquelles en fait j'ai réservé mon entier. Voilà. Et donc maintenant, j'ai le droit de dire, eh bien, à l'endroit pointé par P1, je peux mettre directement la valeur 8 dedans, par exemple. Je peux stocker une valeur. Alors, oui, j'ai besoin de stdlib pour utiliser malloc, tout à fait. C'est stdlib, on est d'accord, ça marche. Je pensais qu'il y avait un cast aussi à faire, voilà, là aussi. Il y a un petit problème, c'est que effectivement, si je vais regarder dans la doc de malloc, je sais que malloc c'est une fonction qui me renvoie un pointeur sur void, donc un pointeur sur rien. Ok, alors est-ce que c'est un gros problème? Pas vraiment, puisqu'en fait malloc doit rester générique, hein, on est sur du C, donc j'ai pas de notion de template en C, et donc la fonction malloc renvoie toujours du void étoile. Alors, void étoile c'est quoi? C'est simplement une adresse sur rien. Mais c'est une adresse. Et finalement, que vous ayez en fait une adresse sur un entier, une adresse sur un char ou une adresse sur quelque chose de plus compliqué, une structure, une adresse reste une adresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement convertir l'adresse qui m'est renvoyée par malloc. Moi j'ai besoin d'avoir du int étoile, donc un pointeur sur entier. Je vais simplement faire ce que l'on appelle un cast. Je vais faire un int étoile et transformer ce que me renvoie malloc, qui est du void étoile, en int étoile pour que ça marche comme je le veux. Et là maintenant, j'ai mon déclare en fait qui va me permettre d'avoir directement la valeur 8 que j'ai stockée. Alors je ne l'ai pas écrite, pardon, la valeur 8 qui est écrite c'est celle du print qui est ici. Je vais simplement afficher la valeur de étoile P, donc la valeur pointée par P, et je vais récupérer la valeur 8. Ok, ça marche. Donc là on est bon, on est sur quelque chose qui marche plutôt bien. On est sur quelque chose qui marche plutôt bien.
Alors attendez, c'est bizarre là, il y a un truc qui cloche. Ah, j'ai affiché P, et le mien il s'appelle P1, pardon. Donc c'est vraiment un coup de bol, hein, parce que P contient 8 aussi. Mais on va quand même faire l'exemple jusqu'au bout. P1, en fait, contient bien la valeur de 8. Je disais bien qu'il y avait un truc qui clochait et j'arrivais pas à voir où. Oui, comme P était aussi déclaré, ben, il a pris le P qui était là-haut. Ok, ça marche. Alors, si on résume les opérateurs que l'on vient de mettre en place, si P est défini par un pointeur, donc si P est un pointeur, ça veut dire que j'ai défini un int étoile P, voilà. Donc si P est un pointeur, P donne l'adresse pointée, et étoile P donne la valeur pointée, donc la valeur qui se trouve à cette adresse. Pour une variable qui n'est pas un pointeur, eh bien ça veut dire que n donne la valeur pointée, et commercial n donne l'adresse de n. Voilà. Bah, si vous avez compris ça, vous avez compris la majorité des choses qu'il y a à savoir sur un pointeur, qu'il y a deux opérateurs, l'opérateur étoile qui, affecté à une adresse, me donne la valeur pointée par cette adresse, et l'opérateur et commercial qui, sur une variable, j'allais dire standard, va me redonner l'adresse, donc en fait, où est stockée cette variable en mémoire. Donc un pointeur peut porter sur un objet simple, comme un int, comme on l'a vu, mais il peut aussi porter sur un objet, quand vous faites du C++, sur un tableau, sur une structure, sur des éléments beaucoup plus complexes. Un pointeur peut même pointer sur un pointeur, c'est-à-dire que on peut stocker, si vous voulez, dans la zone mémoire, l'adresse pour aller à la zone suivante. Imaginons par exemple que mon pointeur 3, en fait, il stocke l'adresse 10, par exemple, j'arrive pas à trouver le truc, l'adresse 10, ce qui voudrait dire en fait qu'il stocke que ah oui, ça c'est Excel. Il stocke l'adresse 10, et l'adresse 10, ça veut tout simplement dire que mon pointeur, en fait, contient lui-même comme valeur une adresse qui peut me ramener, en fait, vers une autre adresse. Donc je peux stocker aussi la valeur d'une adresse au niveau de la valeur. Bon, donc on a des pointeurs sur pointeurs, et si on veut vraiment rendre des choses compliquées, on peut avoir des pointeurs sur pointeurs sur pointeurs sur pointeurs, enfin bref. Le mot-clé const, il est un petit peu plus complexe. On peut utiliser le mot-clé const, on l'a déjà vu, pour déclarer une variable de type constante, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus le modifier. Et au niveau en fait du pointeur, l'endroit où vous mettez le const, soit va porter sur le type, soit va porter sur la notion de pointeur. Et donc, si vous faites un const int étoile p, vous allez pouvoir modifier la valeur pointée par p, la valeur pointée par p, sa modification sera interdite, mais vous avez le droit de modifier l'adresse de p. Donc vous allez pouvoir modifier que P pointe vers différentes cases mémoire, mais vous n'allez pas pouvoir modifier l'adresse qui est pointée par P. Si vous avez par exemple un int étoile const P, vous n'avez pas le droit de modifier l'adresse qui est contenue dans P, mais vous pouvez modifier la valeur qui est pointée par P. Et enfin, si vous avez un const int étoile const P, eh bien aucune modification n'est permise, vous n'avez pas le droit de modifier l'adresse dans P, et vous n'avez pas le droit de modifier non plus la valeur pointée par P. Alors ça c'est sur des choses, voilà, je ne vais pas insister là-dessus, c'est simplement des règles mises en place. Voilà, je ne vais pas vraiment trop insister là-dessus. Alors on va voir que les pointeurs ont aussi des propriétés arithmétiques, ils ont aussi des principes de calcul, et on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. On va faire des opérations sur les pointeurs, on va écrire un programme qui déclare un tableau de 10 entiers, et on va voir justement pourquoi comment ça se fait que les tableaux et les pointeurs soient liés à ce point-là. Ensuite, on va déclarer un pointeur P1 sur le premier élément du tableau. Et on va essayer de voir ce que contient P1 plus 3 et P1 plus 5. Ok, ensuite on va déclarer un second pointeur P2 sur l'élément 5 du tableau. Et on va essayer de voir à quoi correspond P2 moins P1. Ok, alors on va faire des petits dessins à côté, on va toujours représenter ça avec des schémas, pour arriver à comprendre en fait ce qui se passe sur ces différents pointeurs. Je vais donc prendre un petit fichier que je vais appeler array.c.
Qu'est-ce que je commence par faire? Je vais faire écrivons un programme qui déclare un tableau de 10 entiers. Ok. Alors ça, plutôt facile, hein. Je vais reprendre ça. Alors un tableau de 10 entiers, bah, tout simplement, je vais créer un int tab de 10 éléments, et je vais mettre des éléments dans le tableau, comme ça me permettra de voir de quoi je parle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je vais commencer à représenter graphiquement ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai créé en fait une variable tab. Cette variable tab, j'ai réservé 10 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai mis 10 éléments à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ça, c'est tab. Et je vous ai dit que le tableau pointait sur le début du tableau, c'est-à-dire que tab connaît le premier élément, et ensuite, si je veux aller aux autres éléments, eh bien simplement je fais des décalages mémoire jusqu'à ce que j'ai l'élément que je cherche. Ok. Ensuite, je fais quoi? Je déclare un pointeur P1 sur le premier élément du tableau, et on va essayer de voir ce que contient P1 plus 3 et P1 plus 5. Ok. Ça marche. Donc, on va essayer d'y aller à l'intuition, et on va ensuite essayer de voir si ça confirme notre intuition. Je déclare donc un pointeur P1, voilà. Donc c'est un pointeur sur int, hein, comme je veux l'utiliser avec mon tableau, eh bien, il faut qu'il ait le même type, et l'étoile ici montre bien que P1 est un pointeur sur entier. Et dans P1, je vais donc récupérer le premier élément, l'adresse du premier élément de tab. Donc, le premier élément de tab, c'est tab de 0. Ok. Et moi, je vais récupérer son adresse. Voilà, dans P1. Ça veut dire que, si je mets mon schéma à jour, P1 maintenant pointe sur l'adresse du premier élément de tab. Donc, il pointe sur le 3. Ok. Donc, P1 maintenant pointe au même endroit mémoire que tab. Ça marche. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de comprendre ce que contient P1 plus 3, P1 plus 5. Alors, pour comprendre ce que ça contient, on va essayer de... Donc moi, ce que j'aimerais calculer, c'est P1 plus 3, et de prendre la valeur pointée de P1 plus 3. Et j'aimerais voir aussi P1 plus 5, et j'aimerais avoir la valeur pointée de P1 plus 5. Alors, on va l'afficher. Je vais faire un printf. Alors, la valeur pointée par P1, je sais que P1 pointe toujours vers un entier, donc je sais que la valeur pointée par P1 sera un entier, donc j'ai un %d. Je vais mettre un deuxième %d, et je vais mettre en troisième %d, je vais aussi mettre, on va essayer de comprendre quelle est la valeur pointée par P1. Ok. J'ai mon printf qui est fini. Voilà, je vais essayer de compiler tout ça. Donc g++ array.c. Je compile ça en array. Ouais, array. 1, 4 et 6. Alors P1 contient 1. Ça veut dire que P1 contient 1, donc il contient la valeur qui est pointée par P1. Alors ça, rien d'anormal, hein. Je pense que là, il n'y a rien d'anormal là-dessus. P1 plus 3, lui, va contenir 4. Ah, donc le 4, en fait, ça a l'air d'être ça. Alors regardez bien ce qui s'est passé. P1 plus 3, ça veut dire que P1 pointe vers la zone mémoire 3. 3 plus 3, ça fait 6. Et donc, je me retrouve à l'adresse 6. Et 6, si je prends ce qui se trouve à l'adresse 6, eh bien, je trouve 4. Et donc, vous voyez que de rajouter, en fait, d'ajouter, en fait, un nombre entier à un pointeur, le fait se décaler exactement de la même façon que l'indice pour un tableau. En faisant P1 plus 3, je l'ai décalé l'adresse de 3, et j'ai pu retrouver, en fait, son élément. Alors, on a vu aussi que les entiers étaient stockés sur 4 octets.
C'est pour ça que c'est très important que votre pointeur sache qu'il est un pointeur sur un entier. Ici, j'ai bien déclaré P1, pointeur sur entier. Ça veut dire que quand je me décale de 3, je me décale de 3 entiers. Si un entier prend 4 octets, ça veut dire que je me décale de 3 fois 4, 12, je me décale de 12 octets. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette notion de type qui est ici. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir les décalages, les bons décalages en fonction du type sur lequel nous travaillons. Bon, donc j'ai un int P1 qui est là, et donc P1 plus 5, ça fait quoi? Si on suit la même logique, je partirai de P1, je fais 5 de décalage, 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive donc sur la valeur 8 qui est ici, et je devrais donc renvoyer ce qui se trouve à l'adresse 8, ça va être la valeur 6, et donc je devrais normalement avoir affiché la valeur 6, et c'est effectivement ce que j'ai ici. P1 plus 5, j'ai décalé de 5 cases mémoire, enfin de 5 entiers en mémoire par rapport à l'adresse qui était pointée par P1, puis j'ai pris ce qui était à ce niveau-là dans la mémoire, et j'ai vu que c'était le chiffre 6. Ok, bah ça fonctionne. Tout fonctionne en fait. Tout fonctionne correctement. Et donc je suis arrivé en fait à parcourir comme ça mon tableau avec simplement un pointeur. Ok. Deuxième partie, sur les opérations arithmétiques. Je voudrais avoir un pointeur P2 maintenant sur le 5e élément du tableau, et je voudrais essayer de voir à quoi correspond P2 moins P1. Alors on peut déjà avoir une petite intuition, puisque ce que je veux faire, c'est que P1 pointe sur le premier élément du tableau, et je veux avoir en fait une variable P2 qui pointe sur le 5e élément. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je veux avoir P2 qui pointe ici. Et ensuite je veux faire P2 moins P1. Si P2 contient l'adresse 7 et que P1 contient l'adresse 3, si je fais P2 moins P1, je devrais avoir en fait le nombre d'éléments qui se trouvent entre P1 et P2. 7 moins 3, ça me donnerait normalement 4. 4, c'est bien le nombre d'éléments qui me permet d'aller de l'un à l'autre. Est-ce que ça marche? On va essayer de voir si, par programmation, on arrive à confirmer notre intuition. Je vais donc déclarer un pointeur P2, et ce pointeur P2, il va être égal à l'adresse du 5e élément, donc du 5e élément, donc de l'élément 4, finalement, du 5e élément du tableau. Et ce que je veux faire, c'est que je veux écrire la différence entre P1 et P2. Donc la différence entre P1 et P2, ça, je vais de nouveau l'écrire en... c'est le résultat d'une opération arithmétique, donc je vais l'écrire en nombre décimal. Et là, je vais écrire la différence entre P1,2 moins P1. P1 et P2 sont des pointeurs, donc en fait, ils contiennent des adresses, et donc je vais récupérer simplement la différence des adresses. Ok. Est-ce que ça marche? On va essayer de voir si ça fonctionne. Ça devrait. Ah, j'ai pas de retour à la ligne ici. Donc c'est moche. Voilà, et ça me renvoie 4. Et effectivement, 4, c'est bien la différence que j'avais notée ici. C'est bien les 7 d'adresse mémoire que j'ai pour P2, moins les 3 que j'ai pour P1, je me retrouve avec 4. Donc je récupère en fait la différence en fait entre les deux valeurs, les deux adresses pointées. Alors encore une fois, il faut bien se rendre compte que c'est le fait que je sois sur des pointeurs par entier. Entier, je sais que ça se met sur 4 zones mémoire, sur 4 octets, et donc c'est bien ça qui me permet de dire, voilà, la différence, elle correspond en fait à 4 entiers. Ok ? Donc c'est bien sur le type en fait qu'il va comprendre en fait de combien de zones mémoire j'ai besoin pour avoir un objet de type entier, et il va faire la conversion. Et donc on a des petites opérations arithmétiques comme ça qui me permettent soit de parcourir un tableau, soit de parcourir la mémoire, soit de savoir en fait combien il y a d'éléments entre deux adresses d'un tableau. Donc c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes à voir et à mettre en place. On va même aller un petit peu plus loin que ça, et on va se rendre compte qu'un tableau, c'est en fait un pointeur sur le premier élément du tableau. On s'en était déjà un petit peu rendu compte, puisque quand on avait parlé des tableaux, on s'était aperçu que
eh bien le tableau avait l'air de connaître le début du tableau, mais il avait absolument aucune idée de où le tableau s'arrêtait. Et si on ne lui spécifiait pas la taille, eh bien il y avait de grandes chances en fait qu'il continue à parcourir la mémoire sans se préoccuper de savoir s'il était encore dans le tableau ou pas. Et donc pour essayer de se convaincre de voir ce que ça marche, eh bien on va déclarer notre tableau de 10 entiers, que l'on a déjà appelé, donc on va réutiliser le même, et on va afficher t de 0, qui devrait normalement nous donner le premier élément, et on va afficher étoile t. Alors étoile t, si t avait été un pointeur, ça nous donnerait la valeur pointée par t. Et donc ça nous donnerait normalement aussi le premier élément. Mais est-ce que ça fonctionne? Et si ça fonctionne, on peut aller un petit peu plus loin. T de 5 entre crochets va nous donner le sixième élément de t. Est-ce que ça serait pareil si on considérait t comme un pointeur, qu'on lui ajoutait 5 au niveau de la mémoire et qu'on prenait la valeur pointée par t plus 5 à ce moment-là? Ça voudrait dire en fait que le tableau est en fait rien de plus qu'un pointeur où j'ai des opérateurs crochets que je peux utiliser. Ce serait intéressant, ça voudrait donc dire en fait que cette notion que je présente comme étant un tableau est en fait un pointeur dissimulé. Ok, alors on va essayer de voir si ça marche. L'idée c'est quoi? C'est que l'on va faire un printf et on va afficher deux valeurs de type entier. On va afficher le premier élément du tableau. Donc comment j'accède au premier élément du tableau? Simplement je mets entre crochets 0. Ça veut dire que j'accède au tableau... Ah, mon tableau s'appelle tab. J'accède au tableau tab et je fais 0 décalage par rapport au début du tableau. Donc je vais récupérer le premier élément. Si tab avait été un pointeur, ça veut dire aussi que si je fais étoile tab, je vais récupérer la valeur qui est pointée par tab. La valeur qui est pointée par tab, normalement, elle devrait aussi me retrouver le premier élément. Donc les deux, en fait, devraient me ramener l'élément 1. Alors est-ce que ça marche? Alors ça marche, les deux me ramènent l'élément 1. Ça veut dire en fait tout simplement qu'un tableau c'est rien de plus qu'un pointeur en fait. Ce que je déclare en fait depuis le début comme un tableau, je me suis fait un petit peu rouler. En fait c'est rien d'autre qu'en fait un pointeur qui contient en fait directement une allocation mémoire lors de sa déclaration. Vous voyez que là quand je crée mes pointeurs comme ça, pour l'instant ils ne pointent encore sur rien, alors que quand je déclare mon tableau, eh bien, derrière, il y a une réservation de la mémoire, il y a une mise en mémoire des différentes données, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et une fois que les données ont été stockées en mémoire, tab va contenir, en fait, la référence vers le premier élément de mon tableau. Mais en fait, c'est un pointeur complètement dissimulé. À partir du moment où je sais que tab, finalement, peut être manipulé comme un pointeur, ça veut dire que si je veux afficher le cinquième élément, ou le sixième élément, enfin le cinquième élément de tab, je vais faire tab de 4, c'est-à-dire que je vais aller au premier élément pointé par tab, et je vais faire un décalage de 4. 1, 2, 3, 4. Et normalement, je devrais avoir l'élément 5 dans mon tableau. Ok. Et si tab est un pointeur, ça veut dire que si je prends l'adresse qui est pointée par tab et que je lui ajoute 5, ça veut dire que je vais 5 plus loin dans la mémoire, et qu'ensuite, une fois que je me suis décalé de 5, je prends la valeur qui est pointée à cet endroit-là, je devrais... Ah non, c'est plus 4 du coup. Je devrais normalement récupérer la même valeur. Alors là, il râle. Non, il râle plus. Et je me récupère effectivement la valeur 5. Je récupère la valeur 5 dans tab de 4, et je récupère aussi la valeur de 5 quand je prends tab, que je lui ajoute 4 pour 4 déplacements mémoire, et qu'ensuite je prends la valeur pointée après mon déplacement. Voilà, en fait, un tableau, c'est rien de plus qu'un pointeur, et tout ce que nous avons appris sur les pointeurs peut donc maintenant se dérouler directement sur les tableaux. Ok, c'est une bonne chose, en fait, quand on a appris des trucs et que tout d'un coup ça sert à une autre structure de données, c'est plutôt sympa. Ok. Bon, donc du coup, les pointeurs, ça nous a aidé un petit peu à comprendre comment les tableaux stockent les différentes données en mémoire, et comment ils sont manipulés. Quand on avait parlé des tableaux, on avait parlé notamment des tableaux en 2 dimensions. Un tableau en 2 dimensions, on avait dit tout simplement que c'est un tableau qui contient plusieurs éléments, et chacun de ces éléments est lui-même un tableau. Ok, on avait créé un tableau à 2 dimensions pour stocker les résultats des tables de multiplication,
Nous allons essayer de voir maintenant si nous pouvons gérer un tableau à 2 dimensions au travers des opérations arithmétiques sur les pointeurs. Donc cette fois-ci, on va plus se balader sur les indices, on va vraiment se balader avec des décalages au niveau des adresses et de voir si on arrive en fait à faire la même chose. On va écrire un problème qui déclare un petit tableau à 2 dimensions et on va essayer de voir ce que contiennent ces différents éléments de T. Et ensuite, donc on va l'écrire déjà avec des crochets, crochet ouvrant, crochet fermant, et après on va essayer de voir si on ne pourrait pas se débarrasser des crochets pour faire le même travail avec les pointures. Ok. Alors comment je vais faire ça? Je vais déclarer un tableau en 2D. Je vais commencer par déclarer un tableau en 2D. Pour ça, je vais avoir besoin d'un nouveau fichier, tab2d.c. Je vais récupérer les fichiers d'en-tête. Voilà. Ça marche. Donc, tableau en 2 dimensions. Alors, je vais pas faire trop grand parce que ça aurait aucun intérêt. De toute façon, ce que l'on va voir sur un petit tableau, ce sera déjà finalement assez visible. Donc, j'ai donc un tableau, et chaque élément de ce tableau est lui-même un tableau. Donc j'ai 3 éléments, et ces 3 éléments sont des tableaux. Donc j'ai un tableau là, premier élément, deuxième tableau, et troisième tableau, troisième élément. Et ces tableaux, ces sous-éléments, donc j'ai tableau contient 3 tableaux, et ces tableaux contiennent chacun 3 éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'ai donc déclaré correctement un tableau de 3 sur 3, et chacun des éléments est de type entier. Ok. Très bien. Donc si je veux parcourir ces différents éléments, je vais tout simplement faire une boucle for int i égale 0, je pars de l'indice 0, et en partant de l'indice 0, je vais simplement faire tant que i est inférieur à... Alors c'est pas très propre ce que je fais, je vais quand même faire une constante de taille, parce que je vais pas prendre l'habitude d'écrire des choses pas correctes. Je vais donc taille de 3, comme ça cette taille je vais pouvoir la réutiliser systématiquement dans les boucles. Voilà. Ok, donc taille de 0 à taille de 3. Tiens, essayons de voir déjà ce qui se passe si on écrit simplement le tableau de i. Qu'est-ce qui va se passer si j'écris simplement le tableau de i? Alors je vous le rappelle, t de i normalement devrait me donner l'élément, le ième élément du tableau, mais comme les éléments sont tous des tableaux, on va essayer de voir ce que ça écrit. Je compile, donc tab2d, et je vais l'appeler tab2d, voilà. Ah, le fameux print du Python. Je vais appeler tab2d, et vous voyez en fait ce que ça m'a écrit. Qu'est-ce que ça m'a écrit à votre avis? Eh bien ça m'a écrit en fait les adresses mémoire des différents sous-tableaux. C'est-à-dire que le tableau de base contient en fait lui-même des adresses qui vont ramener en fait aux différents sous-tableaux. Et ça on le voit bien puisque les adresses ici elles ont été allouées de manière consécutive. Et donc vous voyez bien que pour passer de l'un à l'autre, là je suis à 12, là je suis à 24. Donc j'ai une différence de 12 entre les deux, là je suis à 36, donc j'ai encore une différence de 12. Une différence de 12, c'est quoi? Eh bien j'ai 4 pour stocker un entier, et je stocke 3 entiers, donc 3 fois 4 ça fait 12. Donc vous voyez que les emplacements mémoire ont bien été respectés. Le premier tableau commence à cette adresse mémoire, 12 plus loin commence le deuxième tableau, et encore 12 plus loin commence le troisième tableau. Donc vous voyez qu'un tableau à 2 dimensions est aussi en fait, est aussi sauvegardé de manière contiguë. Donc si je veux parcourir aussi les sous-tableaux de mon tableau, je vais être obligé de déclarer en fait une deuxième boucle qui va avoir exactement les mêmes propriétés, puisque mon tableau est une matrice carrée d'ordre 3. Donc je vais simplement faire un print ici. Voilà, et cette fois-ci, je vais afficher T de I, donc l'élément I, et dans l'élément I, je vais afficher l'élément J. Et là, cette fois-ci, je vais en fait récupérer tab2d. J'ai décomposé mon tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ok, ça marche. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est reprendre cette boucle et me débarrasser de l'écriture crochet. Ok, je voudrais me débarrasser en fait de l'écriture crochet et je voudrais considérer tout simplement T comme un tableau. Comme un pointeur. Ok, ça marche. Donc, je sais que si je fais T plus 0 et que je regarde ce qui se trouve à cet endroit-là, je vais récupérer en fait le premier tableau. Si je fais T plus 1, je vais récupérer le deuxième sous-tableau. Si je fais T plus 2, je vais récupérer le troisième sous-tableau. Ok. Donc, si je veux faire varier ça, en fait, j'ai le I qui marche parfaitement. Le I va me faire parcourir normalement le premier tableau. Là, c'est ce qu'il faisait. Il faisait parcourir le premier tableau, puis le deuxième, puis le troisième. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà récupérer le tableau I. Donc, je vais récupérer, premier tour de boucle de I, je vais récupérer le premier tableau, T plus 0. Ensuite, je vais récupérer le deuxième tableau, T plus 1. Et je vais récupérer le troisième tableau, T plus 2. Ok. Donc, là, je vais récupérer exactement comme ce que j'ai fait avant. Donc là, je ne tiens plus compte de J. Alors, attendez, si je ne tiens pas compte de J, c'est un peu dommage de le mettre en place, parce que sinon, il va me faire des doublons. Donc, il va faire exactement comme avant. Il va m'envoyer les adresses des trois tableaux. Ok, toujours avec 12 entre 1, je pense, ça marche. D'accord, ça marche. Donc il a bien récupéré, ça c'est comme si j'avais écrit table de I. Ok, maintenant il faut que je tienne compte aussi du J. Alors comment je vais tenir compte du J? Je vais remettre la deuxième fonction. Et bien quand je suis au début du tableau 0, si je veux récupérer un élément bien particulier, il faut que j'ajoute cet élément J. Une fois que je suis au tableau 0, si je rajoute 0, je vais récupérer le premier élément du tableau I. Si je rajoute 1, je vais récupérer le deuxième élément du tableau I, et ainsi de suite. Et ça, il faut que je prenne la valeur pointée par cette valeur-là. Donc d'abord, je recherche le bon sous-tableau, et une fois que je suis dans le bon sous-tableau, je prends ce qui est pointé, je récupère donc le sous-tableau, et ensuite je rajoute encore le décalage dans le sous-tableau pour aller chercher ma valeur. Et là, on va s'apercevoir qu'en compilant, je vais avoir effectivement... Alors, ouais, l'affichage, il n'est pas très heureux, hein, mais... donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est l'écriture qui a été faite avec des crochets, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est l'écriture qui a été faite exactement de façon similaire avec des pointeurs. Et donc, en fait, cette écriture-là et cette écriture-là sont complètement équivalentes. Hein, on a toujours cette notion de... On rajoute I au décalage de T, puis une fois qu'on est dans le sous-tableau, on rajoute encore J comme décalage. Ben là, pareil, on rajoute I au décalage de T, on prend la valeur pointée, on rajoute encore le décalage de l'élément J pour récupérer l'élément dans le sous-tableau, et on reprend une fois de plus la valeur pointée. Ok, donc deux fonctions complètement équivalentes. Ça marche. Dernier point que je voudrais aborder sur les pointeurs, on a cette valeur nulle. Alors en C et en C++, il existe un pointeur spécial pour dire que l'on ne pointe sur rien, c'est le pointeur nul. Donc nul, ça veut dire, pour l'instant, j'ai créé un pointeur, mais il ne pointe encore sur aucune adresse mémoire. Et c'est très intéressant d'utiliser cette valeur nulle. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir être testée. Et ça va nous permettre de vérifier si un pointeur pointe bien vers quelque chose avant de l'exploiter. Si par exemple, je veux chercher la valeur pointée par un pointeur, mais que ce pointeur pointe encore vers rien, ben je vais en fait avoir un problème lors de l'exécution. Donc c'est toujours une bonne pratique de vérifier est-ce que ce pointeur pointe vers quelque chose, ça veut dire est-ce que P différent de nul. On va s'apercevoir que la plupart des fonctions utilisées par C, on a parlé de malloc tout à l'heure, si jamais il y a un problème de malloc qu'on n'arrive pas à allouer une zone mémoire, par exemple vous essayez d'allouer une grande zone mémoire et en fait il n'y a pas assez de mémoire disponible pour l'allouer, et bien malloc va vous retourner le pointeur nul. Énormément de fonctions en fait vont vous retourner, des fonctions C je parle, hein, que vous pouvez utiliser dans la bibliothèque standard, vont vous renvoyer un pointeur nul quand elles ne sont pas arrivées à faire le boulot qu'on leur avait demandé. Et donc c'est une bonne pratique à chaque fois de vérifier si vous avez bien une adresse qui est pointée. Si vous avez nul, c'est que quelque chose s'est mal passé,
mais ça vous évite d'aller chercher une valeur en fait qui n'existe pas en mémoire. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce que l'on pouvait faire en pointeur. Cette notion de pointeur tableau qui était intéressante à voir, et cette utilisation justement des différents indices pour remplacer les crochets du tableau. Bon, on peut faire un bilan sur les pointeurs. Alors finalement, est-ce que c'était si compliqué que ça? La grosse différence en fait entre les pointeurs, les variables pointeurs et les variables normales, c'est que les variables pointeurs ne contiennent pas de valeur, mais contiennent l'adresse qui nous permet de retrouver la valeur qui est associée dans la zone mémoire correspondante. La principale difficulté, c'est justement l'intervention de cet opérateur étoile qui nous permet en fait de récupérer la valeur pointée par une adresse. On a vu aussi l'opérateur et commercial qui nous permet de récupérer l'adresse d'une zone mémoire en particulier, et qui commence en fait à expliquer plein de choses sur l'utilisation de ce et commercial que l'on faisait déjà par exemple sur la fonction scanf. La fonction scanf ne prend donc pas une valeur en paramètre, mais prend son adresse. Ça veut dire qu'elle va modifier en fait quelque chose qui se trouve à cette adresse. Et c'est l'unique possibilité en C qui permet justement de modifier une valeur dans une fonction. Le prochain chapitre parlera naturellement des fonctions. J'avais besoin de ces notions de pointeur justement pour parler des fonctions, et on va essayer d'écrire nous-mêmes des fonctions qui vont justement pouvoir modifier des valeurs d'une variable. Et pour ça, on va avoir besoin de cette notion de pointeur et de cette notion d'adressage. Si, au cours de cette vidéo, je suis arrivé à renverser la vapeur en essayant de vous expliquer que finalement les pointeurs, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on est organisé, eh bien j'aurais parfaitement rempli mon but. Effectivement, les pointeurs, c'est une notion que beaucoup de gens jugent complexe, très compliquée, et ils n'arriveront jamais à manipuler des pointeurs. J'espère que cette vidéo, en fait, aura balayé ces préjugés, et qu'en fait, on aura plutôt fait comprendre que cette notion de pointeur, elle est liée à l'utilisation physique de la mémoire en C, et quand on a compris comment marche la mémoire, on s'est représenté cette étagère, en fait, cette grande étagère, et bien en fait, on comprend beaucoup mieux cette notion d'adressage et des valeurs qui sont liées. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'utiliser ces notions de pointeur dans les fonctions pour que nous ayons des fonctions qui puissent modifier les valeurs des paramètres transmis. Je vous dis donc à très vite pour voir comment marchent les fonctions en C et les différents paramètres qu'on peut leur appliquer. À bientôt!